Alors c'est pareil, hein, là l'énoncé était construit de telle façon que vous aviez tous les éléments pour répondre, mais il fallait vraiment bien le lire. Bon, une petite question comme ça pour se mettre en jambe. À quelle famille antibiotique appartient le clamoxyle? Précisément, donc je rappelle qu'il y a une question sur les antibiotiques, les principales familles, connaître le spectre, tout ça, une espèce de truc où en gros on pourrait vous poser toute l'infectiologie. Donc quelle famille c'est? Le mode d'action, on va voir si vous vous en souvenez, le spectre et les principales contre-indications. Donc c'est une pénicilline A qui fixe donc la protéine liant à la pénicilline, elle est bactéricide sur les spectres coccigramme+, elle est inefficace sur les bactéries sécrétant les pénicillilases comme la Haemophilus, influenza A, et puis voilà. Et puis voilà, et les contre-indications? Ah oui, bah, les contre-indications, l'allergie. Voilà, ça c'est quand même le truc que vous pouvez le mettre toujours. Et donc c'est pas une vue de l'esprit, l'allergie à la pénicilline. Oui. Et puis, il y en a une, je suis sûr que tu la connais. Si je te dis qu'il y a une jeune fille de 18 ans qui vient, qui a un syndrome grippal, qui n'est pas très bien, tu lui fais une numération, tu as des grands lymphocytes bleutés, elle revient pour une angine, tu lui donnes, voilà, et elle devient toute rouge. Voilà. Donc la mononucléose infectieuse. Voilà. Donc pour le reste, effectivement, c'est une pénicilline du groupe A. Dites que ça appartient à la famille des bêta-lactamines. Le mode d'action, c'est effectivement de se lier à des enzymes. Alors, on est très anthropomorphiques, nous autres, les humains, donc on a appelé ça protéine liant la pénicilline parce qu'on était très fort et qu'on avait découvert la pénicilline. Mais en pratique, pour la bactérie, ça lui sert à quelque chose, c'est PLP. C'est des enzymes qui servent à fabriquer la paroi bactérienne. Et si tu empêches les enzymes de marcher, elles fabriquent plus sa paroi, et si elles fabriquent plus sa paroi, elles meurent. C'est comme ça que ça marche. Donc effectivement, c'est actif sur les coques Gram+, streptocoque ou staphylocoque, non métillaires, listeria, on en a parlé tout à l'heure. C'est actif sur aussi les coques Gram-, hein, le gonocoque et le méningocoque. C'est quand même une bonne antibiotique sur ces germes-là. Hein. C'est actif sur certains BGN. À la base, les entérobactéries, elles étaient sensibles, hein, notamment le coli, il était sensible au clamoxyle avant que l'homme invente les antibiotiques et qu'elle fabrique plein de mécanismes de résistance. Et puis, il y a une autre bactérie un petit peu particulière, qui n'est ni un coque, ni un bacille, dont on donne des pénicillines, et pourquoi pas de la pénicilline A. Une MST, ni ST. La syphilis, les tréponèmes. C'est très sensible, la pénia. Donc les contre-indications, on les a dit, et voilà. Alors, donc je vous rappelle que cette patiente vient pour des problèmes de diarrhée et que ça va un peu, ça va, ça vient, et que là, en gros, elle revient pour un épisode de diarrhée sanglante. Et donc, que recherchez-vous pour compléter son interrogatoire? Alors, on n'avait pas ses traitements, donc j'avais commencé par lui demander ses traitements. Et puis après, pour sa diarrhée, on lui a demandé s'il y avait des épisodes antérieurs à ceux d'il y a 3 mois. S'il y avait des facteurs déclenchants, s'il avait remarqué qu'il y avait des choses qui l'amélioraient, si c'était juste après le repas ou ce genre de choses, si à chaque fois c'est dans un contexte infectieux ou fébrile, avec des syndromes grippaux associés, si elle s'était toujours traitée par clamoxyle, si ça avait toujours marché à chaque fois, et pourquoi elle avait du clamoxyle. Voilà, oui. Ensuite, j'avais recherché des antécédents familiaux de pathologies dans le site, notamment de maladies inflammatoires chroniques intestinales, à type de maladie de Crohn et de RCH. J'avais demandé aussi des antécédents de cancers colorectaux familiaux. Pourquoi pas? Voilà, bon, type de PAF ou HNPCC. HNPCC. Tout à fait. Après, bon, le dossier, il faisait pas trop ça par la suite. Non, pas du tout, mais... Donc effectivement, dans cette question-là, il y a plein de choses à demander. Si vous ne savez pas trop où on veut vous emmener, lisez la suite, trouvez la maladie et revenez-en en disant « Ok, donc maintenant, pour un diagnostic de maladie de Crohn, qu'est-ce qui me manque dans le texte ?» Donc effectivement, il y avait les antécédents familiaux. Et puis... Après, les antécédents personnels aussi d'autres maladies auto-immunes, mais il y avait 2 maladies auto-immunes, il n'y a pas d'autres antécédents. Le nombre de... les diarrhées, on nous disait qu'elles étaient sanglantes. Donc voilà, et puis... c'est tout, si elle avait déjà fait une imagerie, une coloscopie. Il y a un certain nombre d'autres choses qui pourraient évoquer les MICI, les signes extradigestifs. Oui, si elle a des arthralgies. Ah oui. Ça, on va lui demander. Finalement, madame, ça vous a jamais gratouillé là, jamais eu mal là, des arthralgies, des aftes, pourquoi pas, ouais. Jamais eu de taches qui passaient par toutes les teintes de la biligenèse, etc. Bah oui. Là, c'est vraiment le moment de lui demander s'il y a des signes extradigestifs évocateurs, articulaires, arthralgie, arthrite, oculaire, des signes d'uvite, cutanéo-muqueux, érythème noueux, etc. On va revenir aussi, alors ça c'est aussi un réflexe que vous avez, déshydratation, diarrhée, etc. On demande le poids.
Est-ce que vous avez perdu du poids? Quel est votre poids? Etc. Et dans l'optique plus, en plus de la maladie inflammatoire et en plus éventuellement des conséquences d'une MICI, la partie malabsorption, malnutrition, maldigestion, etc. Donc le poids BMI, et puis est-ce qu'il y a des signes de dénutrition ou de malabsorption? Est-ce que finalement elle a une stéatorée? Est-ce qu'elle a des carences en fer, en je sais pas quoi, perlèche, les ongles blancs, cassants, les cheveux, des choses comme ça. Pour le reste, on l'avait. Dernière chose aussi qui manque, parce que là, à ce moment-là, on parle de MICI, mais on ne sait encore pas si c'est un Crohn ou un RCH, un syndrome rectal. Essayez de faire préciser si elle a un ténès, des épreintes, des choses comme ça. Donc vous voyez, on pourrait effectivement passer la soirée à faire compléter l'interrogatoire d'une diarrhée. Manifestement, là, ce qu'il faut, c'est bien évidemment mettre en avant les signes qui vont vous faire préciser qu'on va vers une MICI. Donc hein, n'oubliez pas les signes extra-digestifs. Bien préciser les caractéristiques des diarrhées, glérosanglantes, des syndromes rectales, des épisodes affécaux, etc. Et puis, tout ce qui est poids, malnutrition, maldigestion, malabsorption. Malabsorption surtout d'ailleurs. Donc effectivement, l'hypothèse diagnostique principale à ce stade, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et plus probablement une maladie de Crohn. Là, on avait comme argument pour dire ça que c'était une diarrhée chronique chez cette patiente, qui évoluait depuis au moins 3 mois, entrecoupée de poussées inflammatoires plus actives avec des selles glérosanglantes qu'elle prenait pour des épisodes gastro-entéritiques aigus, et des douleurs abdominales. On vous disait en plus qu'elle était originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc ça c'était pour le côté gradient nord-sud. Il y a un gradient nord-sud en France? Absolument. Absolument, d'accord. Ah oui, oui. Ah mais je vous l'ai dit, alors là, c'est ça que tu voulais savoir pourquoi elle avait du clamoxyl dans sa pharmacie. Et moi je vous l'ai dit, la police elle est là. Allez, on reprend les mots à mots. Pourquoi on vous dit qu'il y a une Nord-Pas-de-Calais? C'est pas pour le plaisir. Gradient nord-sud, Pan. C'est pareil, 25 ans. Pourquoi 25 ans? C'est pile le pic du découverte du Crohn. On y est. RCH, c'est un peu plus tard. Donc c'est plus en faveur d'un Crohn, 25 ans. Mais Crohn, c'est moins glérosanglant que les RCH, c'est quand même glérosanglant? Le Crohn? Ah oui, oui, ça peut. Oui, oui. Ce qu'il y a moins dans le Crohn, sauf si vous avez des localisations, comme ça peut toucher tout le tube, des localisations plus rectales ou anales, mais ce que vous avez moins, c'est la partie ténès, mépreintes, faux besoins, épisodes un peu affécaux, syndrome rectal, tension de cuisson, enfin tension cuisson anale, des choses comme ça, qui font vraiment très RCH. Mais la partie diarrhée glérosanglante, vous pouvez tout à fait l'avoir quand vous avez une poussée inflammatoire. On le voit moins parce qu'on ne voit pas le grêle, on a peu d'examens pour voir le grêle, mais il n'est pas beau à voir non plus dans ces cas-là. Hein. Ok, donc, bon là c'était pour vous les rappeler, bien sûr, je vous titille, mais il y avait le gradient nord-sud, il y avait la révélation à 25 ans qui est pile le pic d'incidence de la maladie de Crohn, alors que la RCH c'est un peu plus tard. Il y avait le fait d'être une femme. Dans la RCH, le sexe ratio c'est 1. Dans la maladie de Crohn, le sexe ratio, je ne sais plus à combien il est, mais c'est plus de femmes que d'hommes. Le fait qu'elle soit fumeuse, hein, ça prévient, en fait, il ne faut pas dire qu'il faut fumer pour prévenir, mais enfin, ça protège de la symptomatologie dans le RCH, ça déclenche plutôt les poussées dans le Crohn. Vous voyez, donc ça faisait quand même plein de petites briques, et encore une fois, quand vous reprenez l'énoncé mot à mot, vous les trouvez, ces briques, qui vous dire que c'était plutôt un Crohn qu'une RCH. Dernière chose, c'est que les douleurs étaient plutôt périombilicales. On se demande bien pourquoi la RCH irait remonter jusqu'à quelque chose de plutôt grélique, même si ce n'est pas très spécifique, mais quand même. Alors, le bilan d'examen complémentaire, et en les justifiant, bien sûr. Alors, pour diagnostic positif, il fallait faire une coloscopie totale et tenter de remonter jusqu'à l'iléon, avec des biopsies au niveau des lésions et on voit l'anapathe. Qu'est-ce qui est... Bon, ça va nous faire notre diagnostic positif, normalement. On va faire... voir si elle n'a pas perdu trop de sang, une NFS. Oui. Et un bilan martial aussi. Bilan martial, oui. Là, il y a la partie absorption du fer, plus la partie perte de sang via ça, et il y a en plus la partie inflammation. Donc, ça fait plein de bonnes raisons pour chercher à faire le bilan d'anémie, éventuellement fer-prive. Toujours autour du Crohn, s'il y a les signes extra-digestifs qu'on a pu noter, on va les orienter en fonction de ce qu'on aura eu. Donc ophtalmo ou autre. Des diagnostics différentiels, on peut, si par hasard elle a voyagé, faire une parasitolyse EPS.
L'éducation physique et sportive. C'est ça. Et coproculture. Oui, alors, rentre pas dans le... On vous a demandé... On vous l'a fait dans ce sens-là. On vous a demandé votre hypothèse la plus probable, donc on demande des examens pour la confirmer. Si on vous a demandé d'abord les examens, ce qui est quand même un peu débile, là, il fallait partir dans le... Voilà. Après, rentre pas dans les 12 portes, parce qu'après, pourquoi pas chercher un palu, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc effectivement, t'as peut-être tout dit. On s'arrête. Ben, effectivement, tu avais quasiment tout dit. Je crois juste pas dit qu'on faisait un bilan inflammatoire, parce que c'est vrai que pour suivre l'évolution de maladie, une NUM et une CRP, c'est quand même pas mal. Mais sinon, voilà, tu avais tout dit. Le nœud de la guerre, c'est l'examen fibroscopique, qui va vous faire quasiment des fois morphologiquement le diagnostic, avec les biopsies des lésions ou de la muqueuse, et l'examen anatomopathologique. Voilà. Et puis, rarement maintenant, avec ces examens-là qui sont très performants, on fait plus beaucoup d'examens radiologiques. Bon, de temps en temps, c'est encore un petit peu fait, surtout si c'est le grêle, qu'on n'a vraiment strictement rien vu, que c'est vraiment quelque chose de grêlique. Bon, bah voilà, on peut faire des transits du grêle, essayer de chercher des aspects de sténose, des aspects un peu plus historiques, on va dire, de maladie de Crohn. Et puis voilà, ça suffit. Effectivement, mais on vous a pas dit qu'elle a voyagé. Il y a une heure pas de Calais. Pas la Giardiaz, non, pas de Calais. Bon, alors on a l'imagerie qui est après, oui. Mais avant, avec l'histoire du clamoxyle, une colite pseudomembraneuse, des choses comme ça. Tu la recherches comment? Justement, on parlait à la biopsie et les toxines dans les selles. C'est l'examen, c'est la fibroscopie finalement. Oui, mais en gros, est-ce qu'il fallait... Oui, alors la question, donc la question c'était, comme elle a pris du clamoxyle, est-ce qu'on peut évoquer une colite pseudomembraneuse, enfin une diarrhée aux antibiotiques au sens plus large, parce que c'est quand même pas la manifestation la plus fréquente. Et est-ce qu'on le recherche? Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Néanmoins, alors le nœud de la guerre, ça va être le... Alors tu as deux examens, tu as la fibroscopie, ça tombe bien, on l'a fait, et la recherche de toxines, moi aussi j'ai du mal, de Clostridium difficile dans les selles, sachant que c'est pas le plus fréquent, hein, vous avez aussi éventuellement Klebsiella oxytoca ou des germes un peu plus banaux. Je regarde juste comme ça, quand est-ce qu'elle a pris le clamoxyle, parce qu'il me semble me souvenir que c'était il y a un moment. Ouais, c'est ça, hein. C'était 3 semaines avant. C'est pas typique, hein. Tu prends du clamoxyle et 3 semaines après tu fais la... Non, c'est le délai collait pas trop. Donc... c'est dans les 5, moi je dirais comme ça, alors il faudrait vérifier, mais moi je suis quasiment certain que c'est dans les 5, c'est dans les 15 premiers jours du traitement. Hein. Et en plus, c'est pas tellement avec le clamoxyle, il faut plus un médicament qui va plus décaper les anaérobies, donc c'est plus volontiers l'augmentin. Parce qu'avec l'acide clavulanique, oui, vous décapez bien les anaérobies. Ou les super augmentins, si vous passez sur tazocilline, thiénam, piperacilline, tout ça, oui, là, ouais. Sur le clamoxyle, c'est possible, on peut tout voir, hein, bien sûr, mais sur le clamoxyle seul, c'est un peu comme avec les quinolones, vous tapez un peu sur les entérobactéries, mais finalement, vous gardez une flore quand même un peu dérégulée, mais vous avez encore pas mal d'anaérobies. Bon. Et puis comme tu dis, on avait après le diagnostic. L'évoquer, pas une erreur, hein, du tout. Dire que tu cherches une toxine de Clostridium difficile. Bon, comme je pense que ça fait un petit moment qu'on est à la prise et puis que c'est pas de l'augmentant, ça ne vaudra pas de point, mais ça ne sera pas faux. Ça sera pas faux. Après, les caractères n'étaient pas archétypiques non plus. La colite, vous avez vu une colite pseudomembraneuse? Moi, je n'ai vu qu'une fois. Hein. Enfin, c'est pas si fréquent. La diarrhée aux antibiotiques, c'est très fréquent. La colite pseudomembraneuse, vraiment la cognée, elle n'est pas comme ça. Hein. C'est hyper toxique. Hein. C'est les malades, ils sont 40, ils sont mal, ils sont hyper tachycardes. C'est presque un vrai choc toxinique, hein, les colites pseudomembraneuses. Hein. Alors, oui, la question, c'est comment on va la traiter par corticoïdes? Est-ce qu'il ne faut pas faire de toute façon une copro pour éliminer une origine infectieuse? Ça m'étonnerait que ta copro soit stérile. Oui, mais est-ce que c'est pas important? On recherche Yersinia, Campylobacter, mais enfin, du Campylobacter, a priori, on en a tous un petit peu. Enfin, c'est difficile de dire. Elle va te répondre, bon, bah, il y a des germes. Pour la colite pseudomembraneuse, c'est la toxine qu'on cherche. C'est même pas la copro qu'on fait, c'est la recherche de toxines dans les selles. Après, ce qu'on peut faire pour avoir une diarrhée sous antibiotiques à ce moment-là, mais pas la colite, c'est la recherche de Salmonelle, Shigella, Yersinia. Mais c'est pas ça, là, enfin, c'est tout simple. Donc toi, tu voudrais faire une coproculture avant la mettre sous corticoïde pour avoir l'esprit tranquille et dire il n'y a pas une origine infectieuse. Pour être sûr de... Voilà. Pourquoi pas? D'accord, ok. Donc quand il cherchait un gastro, il le faisait à chaque fois avant de les traiter dans le diagnostic différentiel. D'accord, bon bah alors faisons une coproculture, ok. Mais manifestement, là c'est vraiment, vous vous attendez à 99% à ce qu'elle revienne négatif, on est d'accord. Bon, mais faisons-la pour montrer qu'elle est négative. Ok.
est-ce que c'est possible de faire une colite pseudomembraneuse à l'augmentin? Alors qu'on en a déjà pris plein de fois sans problème. Oui, alors qu'on en a déjà pris plein de fois sans problème, oui. La fois d'avant, on avait pris moins, plus longtemps, pas assez, tes germes n'étaient pas les mêmes, tout ça, tu étais au soleil, et puis là, non. Vraiment, non, là, c'est... La colite pseudomembraneuse, ce n'est pas un phénomène lié à l'augmentin en soi. C'est-à-dire que c'est pas tu prends de l'augmentin qui va te faire par un mécanisme d'auto-immunité, je sais pas quoi, pouf. Non, c'est juste que ça te déséquilibre ta flore, ça fait émerger du Clostridium difficile que tu avais dans ton tube digestif, ce qui n'est pas normal, mais ce qui n'est pas non plus 0% de la population. Nous, à va traîner à l'hôpital, on est peut-être porteur, sans le savoir. Et le Clostridium émergent, proliférant, prenant sa place et on va dire activant sa machinerie cellulaire, se multipliant, etc., peut se mettre à transcrire des toxines. Et c'est les toxines, d'ailleurs les toxines, parce que c'est la toxine A et la toxine B du Clostridium, qui vont à ce moment-là te décaper l'épithélium et les pompes et te provoquer la colite. Il y a des chèvres. C'est un chat. C'est un chat qui se reproduit. C'est un chat qui se reproduit. C'est une chatte qui veut se reproduire. Tout part en quenouille. Donc on faisait l'examen suivant. Allez, courage, on aura le temps de finir celui-là, et puis tant pis pour le dernier, vous aurez le corrigé. Donc on pratiquait l'examen suivant chez cette patiente. La photographie concerne les derniers centimètres explorables par cette technique. Ça, c'était pour que vous ne me disiez pas, oui, mais c'est peut-être du côlon. C'est pas du côlon. Hein. Si vous avez des fibros des côlons, c'est pas du côlon. Mais bon, en plus, on vous dit, voilà, c'est les derniers centimètres vraiment les plus comme ça. Pas que c'est du dénome non plus. Quel est votre diagnostic? Justifiez la réponse. Alors, ça ressemble à une maladie de Crohn. Premièrement, parce que c'est dans l'iléon. Absolument. Et deuxièmement, parce qu'il y a des intervalles de peau saine et il y a des espèces de d'aft, enfin de muqueuses, pardon. Oui. Oh là là. Et Oh là là. et il y a des aftes. Enfin, des petites Les intervalles de ulcérations. muqueuse saine, oui. Et que la lésion primaire, c'est quoi? C'est une ulcération, ouais, un aft, Oui. quoi. Une lésion aftoïde. Ouais. Et qu'il n'y a pas ça dans le Crohn. Voilà. Enfin, non, il n'y a pas ça dans la RCA. Dans la... Voilà. Oula. Il n'y a pas ça dans la RCH, tout à fait. Vous avez déjà vu les RCH? Non, bah vous verrez, il y en a une dans le corrigé. Ça n'a rien à voir. C'est des lésions hémorragiques sans intervalle de muqueuse saine. Je vous l'ai mis dans le corrigé. Comment c'est que c'est l'iléon? Alors d'une part parce qu'on vous le dit dans l'énoncé, je l'ai rajouté ça parce qu'à chaque fois on me pose la question, mais on me la pose quand même, c'est pas grave. La photographie concerne les derniers centimètres explorables par cette technique. Donc c'est une coloscopie, comme ça, passée à travers la valvule de Bohin, la valvule iléocécale, et donc tu es dans les derniers centimètres, tu es plus en haut, donc dans l'iléon. Mais même normalement, si tu as déjà vu des coloscopies, des furoscopies, morphologiquement, c'est un iléon. Bon là on voit pas bien sur la photo de RCH que je vous ai mis parce que là il est complètement voilà, mais normalement les plis, les ostrations coliques dans le côlon sont beaucoup plus épais. Là vous aviez quasiment rien, c'était une petite valvule connivente. Voilà, à l'aspect on voit que c'est un iléon. C'est en fait les petits traits, en fait ça fait juste des petites crêtes comme ça. Ouais, alors bon ça en fait bon c'est un peu élastique dans ce sens-là donc c'est un peu dur mais surtout c'est très peu élevé, Ça fait juste un aspect un petit peu comme ça avec des petites dunes, tu veux. Des ostrations coliques de côlon, c'est énorme, ça fait des espèces de replis muqueux comme ça dans lequel enfin je sais pas quand vous avez vu les coloscopies, même en insufflant, alors imaginez sans insuffler, même en insufflant, des polypes peuvent se cacher derrière. Là clairement non, c'est pas ça, là c'est quelque chose de beaucoup plus fin, c'est un iléon. En plus, à l'aspect de la muqueuse aussi, qui n'est pas tout à fait pareil. Le côlon, il est un petit peu plus blanchâtre. Là, c'était plus rosé. Mais bon, avec la photocopie, le machin, le truc, c'était difficile d'aller jusqu'à ça. Donc, c'est pour ça qu'en plus, vous aviez dans l'énoncé que c'était les derniers centimètres explorables. Donc là, c'est pour vous dire que... Ok. Alors, je vous ai également remis dans le corrigé les principales différences morphologiques et anatomopathologiques entre la RCH et le Crohn, sous forme d'un tableau que vous reverrez. Les grandes lignes de la prise en charge, bon, je vais y répondre pour qu'on ait le temps de faire plutôt la 8 et la 9 qui sont les questions un petit peu plus intéressantes de la fin du dossier. Donc, cette patiente, on va l'hospitaliser en hépatogastro-entérologie pour faire un petit peu le point avec elle, même si au niveau de la poussée, ce n'est pas forcément la plus sévère, mais il est le temps de lui parler de sa maladie, de son traitement de fond et des choses comme ça. Donc là, dans une maladie chronique comme ça, le mot éducation, information de la malade, il est capital, et c'est même là où vous adorez mettre association de malades, tout ça, c'est très bien. Ensuite, on fait un traitement symptomatique. Malheureusement, il n'y a pas de traitement étiologique de la maladie de Crohn. Donc le traitement symptomatique, il faut distinguer le traitement de la poussée et le traitement au long cours. Donc le traitement de la poussée. Pendant la poussée, on va utiliser un régime sans résidus,
mais quand même en luttant contre la dénutrition et les carences, c'est-à-dire faire supplémenter dans toutes les vitamines dont elles pourraient manquer du fait de cette malabsorption. Vitamine K, fer, les vitamines liposolubles en gros. Et puis après, on peut utiliser un certain nombre de choses, les dérivés salicylés, les corticoïdes, à ce moment-là plutôt par voie orale, parce que les choses en lavement, comme c'est plutôt dans l'iléon, ça va moins bien marcher. Et puis antalgiques et antispasmodiques. Et puis on peut même ponctuellement, dans les différents traitements, utiliser de façon en cure courte du flagyl. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées. Je ne pense pas qu'on vous demande de choisir et de faire le parti entre les différents trucs, parce que pour connaître 2-3 en termes de gastro, c'est pas la même chose partout. Donc, bon. En gros, salicylés, corticoïdes, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis le traitement d'entretien, là à ce moment-là, le régime alimentaire il est normal, en dehors des poussées, il n'y a pas d'indication à essayer de calmer le transit. Arrêter le tabagisme, hein, là c'était le plus, d'autant plus que c'est un Crohn. Et puis, utilisation possible de dérivés salicylés au long cours. Et si ça ne suffit pas, corticothérapie. Et si ça ne suffit pas, immunosuppresseurs avec Immurel ou voire même les on peut aller jusqu'aux anti-TNF-alpha. On n'oublie pas de préciser qu'on va traiter d'éventuelles complications si on en trouve. Et c'est là qu'intervient le traitement chirurgical de la maladie de Crohn et pas avant. Parce que malheureusement, le traitement chirurgical n'est pas curatif. C'est-à-dire que si là vous dites j'ai sur 10 cm d'iléon des lésions aftoïdes responsables de ma symptomatologie, aller enlever les 10 cm d'iléon ne servent à rien. Parce que non seulement vous risquez, à force d'enlever des bouts de 10 cm, de faire des grêles courts, et malheureusement ça peut récidiver sur les autres portions du tube digestif. Et on surveille. Et dans une question sur la maladie de Crohn, si vous avez plus que 2 secondes 30, vous mettez surveillance 2 points, vous écrivez quoi juste derrière le 2 points? Cancer colorectal, oui, c'est pas ça que je pensais. On va dire à plus court terme. Score de Best. Voilà. Après, si vous avez vachement le temps, vous me détaillez les items, super, machin, le poids, la CRP, le nombre de selles par jour, etc. Mais s'il y en a un comme ça, hyper rapide, score de Best, dans la maladie de Crohn. Hein, c'est les items de surveillance utilisés en consultation. Donc, la question 8. Elle est traitée pour sa poussée lorsqu'elle reconsulte 2 semaines plus tard pour un effet secondaire du traitement, entre guillemets. Ça veut dire que c'est elle qui vous le dit. Je vous rappelle qu'elle est infirmière et qu'elle était super bien pour s'automédiquer. Donc, elle dit, ah, là, j'ai un effet secondaire du traitement. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Depuis une semaine, elle a un prurite intense particulièrement marqué au niveau des 2 mains, des faces antérieures des poignets remontant jusqu'au coude de la poitrine, de la face interne des 2 cuisses s'étendant en arrière jusqu'aux fesses. Voici la photographie de sa main gauche. Quel diagnostic suspectez-vous, justifié, et quel signe clinique typique recherchez-vous? Une gale? Eh bien oui. Plus ou moins norvégienne, je savais pas. Oui, alors ça, norvégienne, c'est pareil, c'est le mot assez old school, on dit maintenant gale profuse. Voilà, mais plus ou moins profuse, oui. Quand vous voyez, alors je vous l'avais mis en plus pour que ça soit vraiment archétypique, mais vous voyez le nombre de localisations où ça gratte et où il y a des trucs, oui, probablement que c'est une gale profuse. Oui, et donc pourquoi tu dis que c'est une gale? Parce que post-corticothérapie. Alors ça, effectivement, c'est ce qui va déclencher, on va dire, la grosse zone prurigineuse et l'éruption, et surtout le fait qu'elle soit profuse, parce qu'effectivement, sous corticothérapie, la maladie flambe. Parce que c'est prurigineux, la topographie est typique, oui. Qu'on voit des vésicules, enfin des cicatrices de vésicules après écrattage dans les espaces interdigitaux. C'est pas tellement des vésicules dans la gale. Hein. Il y a effectivement des lésions de prurigo, parce qu'à force de se gratter, il se crée des croûtes, avec des squames. Mais il n'y a pas de là, c'est la varicelle que tu es en train de me décrire, la vésicule qui machin, qui donne des croûtes, etc. Mais la partie vésiculeuse. Mais il y a un sillon et une vésicule. Ah, mais c'est pas du tout une vésicule que ça s'appelle. Il y a le sillon scabieux. C'est pas une vésicule. Ah non, alors là, je vous renvoie à la sémiologie dermatologique. Une vésicule, c'est pas ça. Une vésicule, c'est une solure épidermique remplie de liquide. Ah non, c'est pas du liquide qu'il y a sous la petite bosse. C'est le sarcopte. C'est le sillon scabieux avec au bout une petite élevure, une petite renflure, dont j'ai oublié le nom, ça m'énerve, mais qui n'est pas une vésicule, c'est la peau soulevée par le sarcopte. Il n'y a pas de liquide dedans. Donc c'est une papule, si tu veux. En termes dermatologiques, c'est une lésion cutanée en relief. Oui, nodule scabieux. Non, nodule scabieux, c'est pas ça, c'est plus tard. Nodule scabieux, c'est plus tard. C'est pas le chancre d'inoculation, ça c'est la syphilis. Chancre scabieux. Mais ça existe, mais c'est pas ça. Ouais, je sais plus quel est le nom exact, mais c'est pas une vésicule. Il n'y a pas de liquide dedans. Pour en avoir vu une récemment, de gale, chez un patient, il n'y a pas de vésicule. Bon, donc effectivement, le signe pathognomonique, c'est le sillon scabieux.
Dans les justifications, il y avait également que le prurite intense, il était à recrudescence nocturne. Ça, c'est assez typique. Et rappelez-vous, on est policier, on vous disait quoi au tout début de l'énoncé, qu'elle était infirmière aux urgences. Parce qu'encore une fois, les corticoïdes, ce n'est pas les corticoïdes qui vous donnent la gale, c'est les corticoïdes qui font flamber la gale, mais il faut bien qu'elle l'ait attrapée quelque part. Infirmière aux urgences, c'est un bon facteur de risque d'attraper la gale. Voilà. Alors le sillon scabieux, c'est effectivement une petite lésion sinueuse de quelques millimètres de long. C'est effectivement une lésion de quelques millimètres de long qui prédomine au niveau des... Un petit peu de concentration s'il vous plaît, il reste 5 minutes. Qui prédomine au niveau des plis interdigitaux, ou qu'on peut voir aussi sur la face antérieure des poignets. Et effectivement, à son extrémité, alors, j'ai pas le nom là, je sais même pas d'ailleurs s'il y a un nom, on est peut-être en train de se prendre la tête pour rien. Il y a un petit renflement nacré, c'est un petit peu blanchâtre. Non, pas vésicule, hein, tiens. Nodule scabieux, c'est pas ça. Nodule scabieux, c'est les complications plus tard. Bon, la vésicule perlée. Enfin, il n'y a pas de liquide. Bon, bref, c'est la taille d'une tête d'épingle, et c'est là que se planque le sarcopte femelle. Voilà. C'est une élure cutanée dans laquelle il y a le sarcopte femelle, c'est un peu blanchâtre. Vésicule perlée, peut-être, c'est un vieux terme sémiologique désuet, enfin, il n'y a pas de liquide. Non, mais vésicule, si vous dites qu'il y a... Non, mais je ne vous prends pas la tête pour rien. Que, bon, si vous avez... Oui, c'est peut-être vésicule perlée, non, je m'en souviens plus, je vous l'avoue, mais si c'est ça, mettez-le. Mais attention, une lésion prurigineuse vésiculaire, on pense avant tout à autre chose, pas à une gale. Donc le terme est, voilà, pas le plus approprié. Quel est le traitement de l'épisode? Alors, si jamais c'est une gale norvégienne, je l'hospitalise et je l'isole. Une gale profuse, ouais. C'est ensuite, quoi, t'as dit? J'ai pas entendu. J'ai dit si jamais c'était bien une gale norvégienne, parce que j'étais pas sûre. Donc, ouais. Enfin, profuse. Non, mais ça, par contre, pour le coup, finalement, c'est comme ça que c'est écrit dans les traités, enfin dans les ouvrages récents. Donc disséminé, profuse, ouais. D'accord. Donc hospitalisation et isolement. Et le traitement, c'est du benzoate de benzyle, donc ascabiol. Ça se badigeonne sur tout le corps sauf la tête. Et c'est 2 applications à 24 heures d'intervalle. Et en même temps, il faut laver les vêtements, les draps, enfin tout ce qui a été en contact. Et le repasser à faire chaud. Et il faut lutter contre le prurite en mettant des antihistaminiques. Et faut rechercher des autres cas dans l'entourage et les traiter absolument tous en même temps. En fait, oui, tu les traites même en même temps, oui. Tu traites le sujet contact. Le traitement peut être ambulatoire, hein. D'autant plus qu'elle est infirmière, cortiquée, ça va bien se passer. Ce qu'il faut bien lui dire, c'est de traiter la famille et les sujets contacts le même jour et de laver le linge, les draps, la literie, tout ça le même jour aussi pour éviter de se réinfester. Mais ça peut être ambulatoire. Il n'y a pas de... Après, pareil, si elle a impétigénisé ses lésions, qu'elle commence à... Bon, voilà, d'accord, là, on peut être éventuellement à l'hospitalisation. Si c'est juste encore une gale, bon, ça peut être traité en ambulatoire. Il y a un autre traitement éventuellement possible, l'ivermectine, le stromectol. On en prend d'habitude sur une gale une fois, quand c'est une gale profuse 2 fois avec un deuxième prise à J14. Ça a l'AMM. Préférer l'un ou l'autre, j'en sais fiche rien, celui que tu préfères. Après, moi, si on me demande... Moi, de l'ivermectine, j'en ai pris parce que la patiente qui avait la gale dont j'ai pris la photo, je l'avais touchée sans savoir que c'était une gale, donc j'en ai pris, ça se passe très bien. Après, si je devais me badigeonner la gueule, justement, sauf la gueule, mais tout le reste sauf la gueule d'ascabiol, ça brûle un peu, c'est un peu compliqué, il faut en refaire le lendemain, enfin, c'est pas très simple, quoi. Après, vous préférez ce que vous voulez. Le cas typique où on veut vous faire dire qu'il faut mettre de l'ivermectine ou du stromectol, c'est les épidémies. Typiquement, vous en avez dans un service, vous en avez dans une maison de retraite, dans une institution. Vous ne pourrez jamais badigeonner tous les gens d'ascabiol le même jour, alors qu'un comprimé d'ivermectine, c'est simple. Enfin, c'est pas un comprimé, enfin une dose d'ivermectine, c'est simple. D'accord. Traitement symptomatique, hein, antiprurigineux, éventuellement, en topique ou en péros, antihistaminique ou une crème antiprurigineuse. Ok. N'oubliez pas de traiter les sujets contacts, on va traiter le mari, éventuellement les enfants. D'où la facilité éventuellement de donner l'ivermectine. Et dernière question, 7 jours plus tard, malgré le traitement, elle se gratte encore et ça la gêne. Quelles sont les hypothèses diagnostiques? Donc il y a une réinfestation soit par l'entourage, soit par les vêtements ou la literie qui ont été mal lavés. Oui. Soit il y a une mauvaise observance du traitement ou une incompréhension du traitement. C'est possible. Sinon, une sécheresse cutanée ou une eczématisation de la peau et d'une origine psychogène.
Oui, l'origine psychogène aussi, hein, à partir du moment où tu l'auras... En plus, elle a été voir sur Internet ce que c'est la gale, donc elle a vu les photos, donc là, ça la gratte 2 fois plus, forcément. De toute façon, quand on parle de poux, de choses comme ça, on n'arrête pas de se gratter la tête, donc c'est tout à fait possible. Donc, l'exématisation des lésions scabieuses, oui. Le traitement mal conduit, mal compris, ou la persistance de la gale ou la réinfestation, oui. Le prurit psychogène, oui. En fait, c'est pas tellement une allergie, mais les produits sont assez irritants. Ce que je disais, hein, surtout la scabiole, ça peut irriter un peu, et donc si vous avez la peau un peu sensible, ça peut vous entraîner un prurite, d'où peut-être l'intérêt de l'ivermectine. Donc effectivement, l'intolérance ou l'irritation du produit, oui. Et on va dire, il y en a 2. Alors il y a les fameux nodules scabieux dont on parlait tout à l'heure, qui sont des trucs plus chroniques. Ça peut durer plusieurs semaines, même s'il n'y a plus de sarcopte, et ça peut gratter. Bon, on n'a pas décrit de nodules, mais bon, on n'a pas donné beaucoup de renseignements sur l'examen clinique. Et la dernière chose qu'il faut savoir, et après vous êtes libre, c'est que ça peut être aussi simplement l'évolution normale sous traitement. D'accord ? Surtout après la prise d'ivermectine, où en gros le sarcopte il meurt, et là vous avez les éléments, je ne sais plus si c'est l'éjection ou je ne sais pas quoi, qui sont assez pruridogènes, et qui peuvent, même sous traitement, vous pouvez avoir, si vous prenez l'ivermectine, une recrudescence du prurite pendant la première semaine, c'est normal. Donc en gros, pour faire un peu la part des choses, bon bah c'est pas simple, il faut effectivement bien lui demander si elle a bien suivi tous les trucs, lui redonner un traitement symptomatique et la faire revenir 1 ou 2 semaines plus tard, voir si ça s'est arrêté ou si ça continue.